Merci Franck Aounou. Allez, on va faire nos échanges tout à l'heure même avec William. Bonjour William. Bonjour Bonjour Tanguy. Eric. Bonjour Tanguy. Un code d'éthique pour les agents de l'administration publique. Il y avait longtemps que cela existait. Est-ce qu'on a l'impression véritablement que ça a apporté quelque chose au comportement des agents de l'administration, Eric? Je pense que le problème, il faut l'évaluer d'abord au niveau de l'administration elle-même, mais surtout aussi au niveau de chaque cadre membre de cette administration. Déjà, nous savons qu'avant d'accéder à l'administration publique, en tant que citoyen, on est déjà épris d'un certain nombre de principes d'éthique et de valeurs. Autrement, on ne peut pas se retrouver dans l'administration publique. Il y a un minimum de respect, n'est-ce pas, qu'il faut avoir pour soi-même et pour le travail qu'on est allé véritablement faire. Parfois, on se surprend de voir des cadres dans certains comportements et puis on se pose bien des questions. Même en l'absence des tests, on ne devrait pas observer ces genres de comportements. Je pense que les tests viennent rappeler aux cadres, à toutes les personnes qui travaillent dans l'administration publique, les comportements qu'il faut avoir, comment est-ce qu'il faut respecter les citoyens qui viennent pour différents services. En gros, une sorte de référentiel de comment est-ce qu'il faut véritablement faire fonctionner l'administration publique. Maintenant, est-ce que cela est respecté? Est-ce qu'au-delà de ce que soi-même on doit pouvoir observer, n'est-ce pas? Est-ce que ce qui est inscrit et transcrit dans les tests, dans les documents sont véritablement suivis? Je pense que vous en avez qui font certainement des efforts au quotidien en respectant la conduite à tenir. En même temps, vous en avez aussi qui font le pied véritablement les bases même de l'administration publique. Il y a une question qui est revenue dans le commentaire de Franck, l'égalité du service public. Est-ce que William et moi, devant un cadre, nous sommes traités de la même façon? Est-ce que nous sommes reçus de la même façon? Je pense que ça varie d'une personne à une autre, en fonction de la connaissance que vous avez du cadre, en fonction des liens que vous avez avec telle personne, et pourquoi pas en fonction de combien vous êtes prêt à mettre véritablement sur le dossier. Donc il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte qui fait qu'il y a forcément un déséquilibre dans le traitement dont subissent matin, midi, soir nos concitoyens. Vous en verrez qui vous diront, mais écoutez, je suis là depuis 8 heures, mais on ne m'a pas reçu. Mais devant moi, il y a un monsieur qui est venu en costard, bien parfumé, voilà. Il a échangé juste quelques mots avec l'agent qui se retrouvait là, puis il a été reçu. Mais en même temps, je suis un citoyen et j'avais le droit d'être reçu, n'est-ce pas, dans le temps. Et malgré ça, on a préféré justement passer la main à quelqu'un d'autre. Vous avez des citoyens qui subissent ça au quotidien et qui parfois sont déçus, n'est-ce pas, de l'administration publique quand il est question d'aller chercher un dossier ou d'aller régler un problème. On pense déjà véritablement dans sa tête à ces va-et-vient qu'on fera dans les couloirs de l'administration publique au point où on est complètement déçu. Le besoin même d'aller vers l'administration publique pour la recherche de solutions vous quitte. Heureusement qu'aujourd'hui on parle de dématérialisation où il y a un certain nombre de services que vous pouvez déjà faire depuis votre téléphone portable. Je pense que ça réduit un peu la peine de nos concitoyens. Mais toujours est-il qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, le comportement de nos cadres. Est-ce qu'à la lumière après ce test, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui évaluent véritablement comment est-ce que chaque cadre travaille dans son bureau, dans l'administration publique? William. Les règles pour encadrer le travail de la personne investie d'une fonction publique ou de celui qui est élu à une responsabilité politique publique dans notre État ne manque pas. Je pense déjà à l'article 35 de notre Constitution qui institue les devoirs de la charge et qui impose probité, loyauté, compétence, et j'oublie les deux autres mots, qui doivent caractériser l'agent public ou l'élu, l'investi d'une fonction publique. En fait, depuis la conférence nationale alors, sinon depuis au Conseil de la République, les constituants trouvaient
il faut qu'autant nous codifions les règles générales, en fondant l'État du Bénin, en fondant ses institutions, en fondant son organisation, déjà les pairs ont trouvé qu'il fallait que l'agent public soit codifié, il fallait que le travail dans la fonction publique soit codifié. On dira que ce n'est pas propre au Bénin, que dans tous les pays du monde, l'administration publique doit être suivie. Je crois que c'est dans cet ordre d'idées que la plupart des tests qui régissent le fonctionnement de l'administration publique aussi déclinent ces grands mots, ces grandes bases posées dans la Constitution. Ils déclinent de façon plus détaillée, de façon spécifique aussi dans les corps. Vous avez le statut général de la fonction publique qui revient également, et très amplement d'ailleurs, sur comment l'agent public doit se comporter face à la corruption, face au pot de vin, face aux compromissions, face aux remissions par endroit, face à sa conduite en général, les sanctions, les paliers de sanctions, comment éviter les conflits d'intérêts. Vous voyez, il y a beaucoup de règles qui les encadrent. Ils ne sont pas, par exemple, en droit d'avoir le statut de commerçant connu comme tel. Tout ça pour éviter les conflits d'intérêts. La laïcité de l'État est également déclinée, et ainsi de suite. Donc, bref, il y a de ces genres de règles qui existent dans le cadre normatif de notre pays, de façon spécifique, dans certaines professions militaires, paramilitaires, dans des ordres professionnels, je ne sais pas, serment d'Hippocrate par endroit, loyauté à la patrie par endroit. On a des règles qui régissent le travail de l'agent public dans sa profession de façon spécifique et de façon générique en tant qu'agent de la fonction publique. Donc, la question, elle existait déjà. Mais quel bilan faisons-nous de ces règles qui existent? Vous savez que notre administration ne manque pas d'être le reflet de notre sociologie. Les amitiés, les affinités, le népotisme, le clientélisme. On a beau lutter contre la corruption, on a beau créer une autorité de lutte contre la corruption qui a dénoncé à corps à cri beaucoup de sujets pendant longtemps. On a beau créer, comment on appelle, une cellule de prévention de la corruption. On a créé des cours de répression des infractions comme la corruption, le blanchiment de capitaux, tout ce que vous savez dont la criette a compétence matérielle aujourd'hui. On a créé également plusieurs autres mécanismes, mais pourtant, l'administration est ce qu'elle est. Vous voyez la conduite des agents publics. Il y a une épée de Damoclès qui a planché, que je pense, qui planche encore. Il y a une certaine crainte, une certaine stupeur née d'une certaine volonté politique mise en place et tout. Mais ce qui est là, est là. Malgré, je ne sais pas combien d'années de politique répressive et très coercitive, on a pris des gens pour des grains de maïs, on a pris des gens pour des sacs de riz, des bidons d'huile, mais cela n'a pas enlevé ce reflet sociologique que notre administration est de notre comportement, de notre société, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas forcément vraiment en accord avec la République, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'égalité de tous, l'égalité de chacun devant la loi, des valeurs comme celles-là que nous avons amenées dans l'administration publique. Est-ce que c'est pour remédier à ces choses? Est-ce que c'est pour pallier ces choses, ces insuffisances qui demeurent malgré le cadre normatif? On a pensé à un code d'éthique, là ça viendrait bien. Est-ce que c'est pour davantage asseoir la sensibilisation, l'éducation? Parce que malgré toutes les règles de la République qui existent, l'administration publique est toujours perçue comme l'Eldorado, là où il faut aller pour que l'État tout juteux qu'il est, on puisse en profiter, on puisse se réaliser au mieux, on puisse vivre au mieux. Ça n'a pas quitté la tête des gens. C'est pour ça, malgré toute la politique judiciaire qui est mise en branle depuis quelques années, même la semaine écoulée, devant la criette, vous voyez des agents publics pour des questions de compromission, des questions de malgouvernance financière et autres, comparaître devant un juge. J'en aurais fini quand j'aurais dit que si c'est la thérapie adéquate finalement, allons-y, appliquons-la pour voir ce qu'elle va nous apporter, mais si ce n'est qu'un autre superflu, sinon un autre texte encore pour s'ajouter à l'ensemble des normes déjà existantes, je crois que nous sommes alors loin du bout du tunnel. Franck.
Dans la préface de ce document que j'ai eu le temps de fouiller un peu, il y a eu un diagnostic qui a été fait. On a parlé par exemple de la politisation de la fonction publique avec des nominations basées sur le clientélisme, l'inefficacité de contrôle, la lourdeur et la lenteur et la lourdeur dans les procédures judiciaires, le manque d'éthique et bien d'autres mots qu'on a relevés dans l'administration. Je pense que ce code vient renforcer ce qui existait parce que depuis que le Bénin est Bénin, je pense qu'il y a eu une série de règles. Et William l'a si bien dit. Déjà, la Constitution qui constitue notre loi fondamentale avait déjà prévu des dispositions qui devraient régir un peu l'administration et devaient nous épargner et toutes ces déviances que nous observons. Mais l'homme reste ce qu'il est et lorsque vous prenez des mesures pour faire avancer les choses et on pense d'abord à son bien-être, à ce que, qu'est-ce que j'y gagne, ce code-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce n'est pas cela qu'on devrait dire. On devrait dire qu'est-ce que ça permet au pays de faire pour avancer. On ne se pose pas cette question-là. Mais une chose est d'avoir des règles, de bonnes règles, mais l'autre chose est de savoir l'appliquer. Parce qu'au même moment, on peut incriminer les agents de pratiques peu orthodoxes, mais au même moment, il y a des responsables au niveau de l'administration qui en rajoutent à ces mauvaises pratiques. Lorsque, par exemple, vous souhaitez avoir un seul agent à vos côtés, vous préférez accorder des avantages longuement à un agent lorsqu'il y a des missions, lorsqu'il y a des avantages, lorsqu'il y a des intérêts à gagner, c'est vous qui décidez de telle ou telle chose, alors qu'il y a parfois les compétences qui existent au niveau de cette administration-là qu'on devrait choisir ou tout au moins varier dans le choix. Mais ça ne se fait pas. Il y a des responsables de l'administration qui se prêtent à ce jeu, ce qui fût davantage et certains qui n'ont pas ce qu'on appelle des parrains, qui n'ont pas des gens sur qui s'adosser. Et lorsque ça se passe comme ça, l'accumulation de frustrations, ça amène à ce que ça amène. Il y a de la désinvolture, il y a des manquements. Vous arrivez, vous ne gagnez rien. Si c'est votre tour d'aller, par exemple, en mission ou de profiter d'une bourse ou d'une formation, on vous met de côté, on choisit. On devrait avoir le même traitement qu'un citoyen ou un usager de la gauche, qu'un citoyen de la droite, un citoyen qui porte un costume bleu ou qui porte un costume noir qui se présente à vous. On devrait avoir le même traitement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que ce code-là, s'il était vraiment appliqué, il y a un peu de tout dedans. Ça devrait nous permettre un peu d'évoluer au niveau de l'administration publique. Je pense même qu'il faut aller loin au niveau du privé aussi. Parce que l'administration publique aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans l'administration privée. Mais lorsqu'on se concentre seulement sur l'administration publique, les gens passent un concours, ils arrivent, c'est que pour eux, dans 2 ou 3 ans, les rappels, les primes et tout ça, on rêve beaucoup lorsqu'on est dans l'administration publique. Alors qu'au niveau de l'administration privée, c'est que c'est d'abord votre efficacité, c'est d'abord votre capacité à produire qui vous font grandir ou gravir des échelons. On devrait davantage trouver la passerelle pour faire appliquer cela au niveau de l'administration en général. Parce que si ça marche de l'autre côté, si ça doit venir, une entreprise qui doit, par exemple, bénéficier des prestations de l'administration publique et vient, on lui oppose toute la lourdeur que nous connaissons, toute la lenteur que nous connaissons, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour moi, il faut prendre le problème dans sa globalité. L'administration publique est en partie malade parce que les mauvaises pratiques ne cessent pas. Mais je pense que si la solution est là, nous devons trouver les moyens pour faire appliquer ces règles-là et surtout évaluer pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut tenir compte de la sociologie de notre pays, il faut tenir compte des mentalités, il faut tenir également compte de l'homme pris de façon intrinsèque. Parce que si vous ne considérez pas tous ces aspects-là, vous risquez de passer à côté de la plaque. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à travers un code les règles de comportement qu'un citoyen, qu'un employé doit avoir quand il a un contrat avec la maison qu'il emploie, quand il
a un cahier de charge quand il sait le travail pour lequel on l'a recruté et les conditions dans lesquelles il doit les servir. Il faut lui rappeler encore les règles morales. C'est une question de bon sens, non? Ne pas se laisser corrompre, servir de façon loyale, de façon équitable, ne pas tenir compte du rang, etc. Venir à l'heure au boulot. William, on a besoin de rappeler cela dans un code. De base, c'est le bon sens, mais désormais, c'est la loi. Sinon, que les règles de la République l'imposent. Donc, au-delà du bon sens, c'est juridiquement encadré. Et pour ça, il faut faire appel d'abord au bon sens, mais ensuite, il faut, même si on n'a pas le bon sens, même si on est très en froid avec les règles de la morale, il faut s'imposer de respecter les règles de la République. Et au nom de ça, il faut quand même une certaine hauteur d'esprit et il faut s'adapter en tant qu'agent de la fonction publique. Maintenant, si votre question est du côté des initiateurs de ce code, moi, je présume que dans leur diagnostic, ils ont trouvé qu'il faut encore un code de plus pour adoucir les agents réfractaires de la fonction publique. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. En fait, que leur thérapie, leur diagnostic à eux trouve qu'il faut cette thérapie-là au mal actuel. Sinon, en fait, comprenons que la répression a pris par là, qu'en fait, ça change des mentalités, ça peut faire peur à certains, mais à d'autres non. Ça peut toucher une, deux personnes, mais le voisin d'à côté se trouve un peu trop intelligent pour échapper à cette correction ou à la verge qui fouette tout le monde. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dirais que le gouvernant aussi, parfois, sans le savoir, favorise certains comportements dans l'administration publique. Vous voyez, quand un cadre dit apolitique est nommé à une fonction technique, et que vous voyez l'année d'après ou 2 ans après, vous le voyez dans un meeting en train de soutenir le responsable auquel il est annexé, avec qui il a travaillé en tant que technicien, alors que de base, vous l'avez peut-être connu au quartier, il disait que jamais il ne serait politique, que la politique c'est trop intrigueux, et qu'il y a beaucoup de vices en politique, un peu comme les gens s'amusent à le dire vulgairement, et que 2 ans après, vous le voyez dans un meeting, il ne prend peut-être pas la parole, mais il est un soutien encore technique sur le plan politique de ce cadre. Ne demandez pas aux jeunes qui trouvent que quand ils ont fini l'université, il n'y a rien à faire. Ce n'est qu'en se donnant une couleur politique qu'ils vont pouvoir réussir. Je trouve que des pratiques comme étant, on regarde dans les organisations de jeunesse des partis politiques, on regarde ainsi de suite, pour jeter quelques grâces aux gens. Vous savez, si c'est sur ce critère que finalement ça aboutit, la fonction publique ou la fonction politique relevant d'une responsabilité publique, ne dites pas d'oublier cette famille. L'ingratitude n'est pas de notre sociologie. Et c'est justement cette démarcation entre notre sociologie et les règles de la République moderne qui sont cette démarcation que nous n'arrivons pas à faire une fois que nous sommes investis de la fonction publique. Moi, je suis de ceux qui pensent que la morale doit revenir en force à l'école. On dira que toutes les règles qu'on nous a enseignées à l'école, on n'a pas pu les respecter, certes. Mais de plus en plus, il faut une masse critique de gens à soumettre, à exposer de façon quotidienne aux règles de la République. Je pense que dans l'administration publique, en politique, investi dans les fonctions politiques, les principales, relevant des principaux pouvoirs qui sont ceux de la République, la plupart des cadres dans lesquels nous nous retrouvons, certains dysfonctionnements consubstantiels à l'existence, sinon à la présence de certains cadres béninois dans ces cadres, dans ces endroits, dans ces milieux, sont dus au fait que ils n'ont pas forcément été très amis aux règles de la République, ils ne se sont pas forcément vraiment familiarisés aux règles de la République, du vivre ensemble dans une res publica, dans une chose commune, dans la chose de tous. Et c'est là-dessus que moi je voudrais qu'on mette l'accent, que l'instituteur qui véhicule le savoir, la connaissance, inculque le savoir-vivre, le savoir-être à l'apprenant, lui inculque aussi, et de façon très forte, le cadre qu'il doit être, l'opérateur économique qu'il doit être, l'entrepreneur qu'il va devenir,
le vertueux, qu'il doit être aux côtés de... Et cela sous-entend que lui-même est une incarnation, une émanation de ces valeurs-là et qu'il a les armes pour les inculquer. Dans les systèmes éducatifs les plus... Et c'est là que je finirai. Les systèmes éducatifs les plus réputés aujourd'hui, on a senti, certains chercheurs ont fait certaines nuances, on a ressenti que des bribes de patriotisme, de morale, d'adaptation au contexte et aux besoins d'emploi, aux besoins professionnels des milieux de ces pays sont les choses les plus représentatives dans le cocktail qui est servi en matière d'éducation aux apprenants. Aux apprenants, je pense au pays de la Scandinave, je pense à certains autres États dans lesquels on reconnaît qu'ils ont bâti de meilleurs citoyens. Ils ont bâti des travailleurs, des développeurs, des gens qui n'attendent pas l'État, des gens qui servent bien l'État en retour quand ils s'y mettent, des gens qui vont à des fonctions politiques très hautes pour être dans le bénévolat à la limite, qui n'ont presque pas de salaire politique, qui n'ont que des primes, des émoluments de fonctionnement. Ces pays en sont arrivés à ces niveaux parce qu'en fait, leur éducation a eu ce socle, a eu ses bases. Et voilà des États dans lesquels vous voyez que les grands enseignants de sciences politiques, de droit, de certaines sciences sont de vrais pratiquants. Ce sont des premiers ministres, des vice-premiers ministres, des ministres de ci, des ministres de ça. Je pense qu'on peut y arriver aussi dans les pays comme les nôtres, sinon le seul que nous avons, le Bénin. Alors, avant Eric, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà un fonctionnaire de l'État qui se retrouve dans une délégation qui doit se rendre dans un pays de l'Asie. Alors, la délégation a été constituée et là-bas, quand ils sont arrivés, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de magouilles, les frais de mission, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Quand il est revenu, il a pris son stylo et il s'est mis à la tâche. Il a fait un bon rapport sur la situation à son responsable. Mais figurez-vous que celui-là, il est parti à la retraite presque démuni. Il est parti à la retraite sans un franc, tout simplement parce que ce dont il devait jouir, ce qui devait jouir comme avantage dans l'administration, puisque ce ne sont pas forcément les salaires tout crus là qui construisent les maisons que vous voyez. Il y a les primes, il y a les petits avantages, les frais de mission, les per diem que vous économisez, mais on ne lui a plus jamais permis de mettre le pied dans l'avion ou de mettre le pied dans une voiture pour aller dans une mission, tout simplement parce qu'il a la langue trop pendue. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à voir les choses marcher au niveau de l'administration, à voir, disons, les bonnes pratiques s'exercer dans l'administration, ceux-là sont voués aux hégémonies. Ils ne sont pas considérés et dans la plupart des cas, il y a des exemples dans chaque famille. Vous les voyez quand vous êtes trop intègre au niveau de l'administration, c'est que vous avez fait vœu de pauvreté, vous avez fait un mariage parfait avec la déchéance et vous vous retrouvez à la retraite sans rien. Il y a des cas comme ça, des gens qui veulent servir leur État avec probité, mais qui n'ont jamais été pris au sérieux. Soit ce sont les collègues qui le combattent jusqu'au bout, soit c'est le responsable même qui lui dit attention, je ne suis pas ici je suis pas venu ici pour servir, c'est d'abord pour me servir et ensuite servir l'État. Il y a des responsables qui le disent, si tu continues comme ça, je ne vais plus te mettre dans les délégations, je ne vais plus te mettre dans les missions. Donc c'est pour dire que parfois nous entretenons une hypocrisie collective. Dans le groupe où on doit œuvrer, par exemple, pour que les choses marchent, on préfère prendre les raccourcis, on préfère prendre les mauvaises habitudes et ça est les dégâts. Quand ça se passe comme ça, ne vous attendez pas à des résultats. Et comme vous l'avez dit, c'est une très bonne question que vous avez faite à William, on ne devrait pas rappeler ces règles. Écoutez, lorsque vous les recrutez, ils finissent la formation, ils vont à des stages. Et à ces stages-là... Vous faites d'abord une enquête de moralité. À ces personnes. Et à ce stage, je ne crois pas qu'on leur dise venez puiser dans les caisses de la maison. Un jeune qui, par exemple, a bénéficié de la confiance de son ministre ou de son directeur, qui le nomme à un poste et qui confond les caisses de l'État à sa poche ou bien aux caisses de la collectivité, qui a puisé des milliards, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Et il en a bénéficié d'abord avant qu'on retrouve les traces de sa malversation. Quand vous voyez comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre comme à Daweno ou bien à Doweno, le jeune qui se retrouve en prison aujourd'hui. Et donc, quand vous allez à des stages, on vous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mieux, c'est que quand vous arrivez à un poste, vous avez un cahier de charge. Tanguy l'a rappelé tout à l'heure, tout ça est foulé aux pieds. Et dans ces conditions, pas de résultat. On est là, on tâtonne et
l'administration végète dans les pratiques plus orthodoxes. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Sur Cône, on devrait œuvrer davantage. Moi, je ne suis pas pour les ateliers sur des trucs comme ça. Chacun sait ce qui est dedans. Si quelqu'un faute, il faut sanctionner. Si quelqu'un faute, il faut avoir le courage de prendre les sanctions qu'il faut. Oui, Eric. Je pense, a priori, non. On n'a pas vraiment besoin de mettre dans un document code des valeurs pour amener les cadres au respect d'un certain nombre de principes et de valeurs. Parce qu'on estime que l'école ou l'université a quand même déjà réglé un certain nombre de choses. Ce n'est pas de l'administration publique qu'il faut apprendre à quelqu'un d'être à l'heure, d'être courtois envers les autres, voyez-vous, d'être respectueux des choses de l'État. Il y a ces principes qu'on nous a enseignés à l'école, à l'université, et même une fois, quand on a fait l'option de faire un travail dans ces séries de formations. Je pense qu'une fois, dans l'administration publique, c'est qu'on est un serviteur accompli au service véritablement de la nation. Je pense aussi que il y a sans doute une perception peut-être mauvaise que nous avons de l'administration publique. Vous avez les gens déjà depuis la formation estiment qu'on y va pour être chef, pour être vraiment patron, pour faire le boss, le dur à tout le monde et pour se servir parce que c'est la chose de l'État, voyez-vous. Et ça part de là. Et donc, de l'administration publique, ça devient une formalité qu'il faut respecter, voyez-vous. Et puis nous voyons ça au quotidien. On n'a pas toujours le sentiment qu'au niveau de l'administration, nous avons des gens qui sont au service de la nation. Et donc au service des citoyens. Vous avez affaire à des demi-dieux, pratiquement des gens qu'il faut vraiment, à qui il faut savoir placer des mots pour avoir leur attention, ne serait-ce que quelques secondes, vous imaginez. Nous avons vu ici une délégation de membres de formation politique qui sont allés en Chine visiter le parti chinois. Et dedans, on leur a fait savoir que là-bas, à l'école du parti, les cadres qui se retrouvent dans l'administration publique, on les forme d'abord, n'est-ce pas, au respect des principes de l'État et de la chose de l'État. Et quand une fois ces personnes se retrouvent à ces postes, vous les voyez vraiment respecter de façon religieuse à la lettre, véritablement en Chine, les principes de l'État. Et là, quel rôle les partis politiques jouent aussi dans ce que, dans l'administration publique, c'est pratiquement les mêmes personnes que vous voyez au niveau de l'administration publique, que vous retrouvez également au niveau des partis politiques, les personnes qu'on condamne pour tel dossier ou dans telle affaire, on se retrouve également au niveau des partis politiques. Moi, je pense que les partis doivent se sentir gênés que un de leurs militants qui est cadre dans l'administration publique soit condamné. Or, au niveau de ces formations politiques, on estime quand même qu'il y a un certain nombre de valeurs que le parti prône. Il n'y a pas la corruption, il n'y a pas le vol, il n'y a pas un certain nombre de choses. Et donc, pour moi, les partis politiques aussi doivent se saisir aussi de la façon dont le militant se comporte dans l'administration publique, puisque, qu'on le veuille ou non, vous avez aussi des nominations politiques au niveau de l'administration politique. Donc je pense que ça soulève tellement de questions, parfois d'éducation, de formation, n'est-ce pas, au niveau de ces personnes qui ont la charge de jouer un rôle au niveau de l'administration publique. Je pense qu'il faut davantage sensibiliser les différents acteurs, à savoir que au niveau de l'administration, on est serviteur de l'État. Et comment on s'arrange pour que le service s'améliore, le comportement et l'égard des citoyens s'améliorent par rapport justement à la chose publique? Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement ceux qui sont là. On a juste l'impression que c'est parce que nous sommes dans le besoin du service et qu'ils sont en face de nous qu'ils sont mauvais. Alors qu'en réalité, nous-mêmes, quand nous serons à la même place, nous avons à peu près le même comportement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se confie aux partis politiques, à l'école, ou bien, Franck, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien à notre code? Un peu de tout. Et aux pasteurs aussi. Moi, je pense qu'il faut... Si les pasteurs nous ont rappelé dans ce pays déjà que l'époque où Jésus prêchait les pieds nus est révolue et qu'il faut faire attention désormais, je me demande à ne pas heurter les sensibilités. J'espère que... Non, c'est sur ce plateau qu'un pasteur a dit ouvertement que l'époque où Jésus prêchait la bonne parole pieds nus, que ça évolue. Quand moi je fais référence au pasteur, au prêtre, c'est le rôle que la religion aussi doit pouvoir jouer. Oui, absolument, je suis d'accord. Quand on a fini de servir l'État toute la semaine, William, le dimanche, on se retrouve à l'église. On écoute le prêtre, on écoute le pasteur, qui nous rappelle les commandements de Dieu. Voilà, donc quand vous finissez d'écouter ça un dimanche matin, que le lundi,
Bon, adressons la parole à William en premier. Vous cherchiez Franck. La question était faite à Franck de De toute façon, je reviendrai à vous. Il n'y a pas de souci. Donc, Franck, allons-y. Alors moi je pense qu'il faut rechercher une solution holistique, hein, l'église, la famille, l'école, les partis politiques, l'État lui-même, parce qu'un agent qui n'est pas dans de meilleures conditions, ne lui demandez pas de rendre, de donner des résultats. Vous voyez, vous retrouvez des agents au niveau de l'administration, vous avez pitié d'eux. On les range dans des, disons, dans les restes du bâtiment, où c'est lui qui doit recevoir tous les usagers en premier. Mais vous le voyez, il est dans de la paperasse, mais c'est lui qui fait le gros lot du travail. Ceux qui travaillent plus sont mal logés. Vous voyez les patrons qui sont dans la climatisation, en haut, et qui signent peut-être 2 ou 3 documents par jour. À midi, c'est eux qui se rendent dans les restaurants les plus chics de la ville, qui mangent à satiété et qui reviennent. Lui n'a même pas le temps de prendre la pause parce que tout simplement, on dit que le service est continu. Et il fait ça toute sa vie. Il va à la retraite. Parfois, même en rêvant, il le dit à la maison. Ses enfants le réveillent pour dire, papa, pardon, tu n'es pas toujours au service. Tu es maintenant à la maison. C'est pour dire que parfois, les conditions dans lesquelles on met les agents pour travailler, ces conditions sont inéquitablement garanties. Il y en a qui sont logés dans des bâtiments bien faits, ainsi, pendant que d'autres sont en train de moisir quelque part, en train de se taper tout le gros lot du travail. Je pense qu'il faut travailler à ce niveau. Au niveau de nos centres d'éducation, je veux parler de l'école, même dans les églises, les centres, comment vous appelez ça, les centres coraniques, dans la rue, ainsi de suite. Maintenant, vous n'avez plus le droit de toucher l'enfant d'autrui. Avant, à la belle époque, ça se passait. Vous voyez un enfant qui tient des propos, disons, pas trop orthodoxes à l'endroit d'un grand. Vous pouvez lui donner quelques fessées. Vous pouvez le prendre par la main devant ses parents, le taper. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à la criette, ou vous vous retrouvez devant le juge. On va vous dire, VBG, comment vous appelez ça? Oui, c'est le même lot. Hein. Oui, le même lot. Vous avez exercé de la violence. C'est pas le même lot. Hein. Même quand vous criez sur votre enfant et qu'il se sent vexé ou il se retracte en lui-même, on vous dit que vous avez exercé de la violence. Dans quel monde sommes-nous? Donc tout cela réjaillit sur les agents au niveau de l'administration. Lorsque le patron vient, il donne des ordres avec un ton, disons, ferme, on trouve que, qu'il est en train d'exercer de la violence sur l'agent. Et il peut porter plainte, on va vous appeler pour aller perdre un peu de temps devant le juge. Moi, je pense que c'est une solution qu'il faut trouver dans sa globalité, de la cellule familiale jusqu'au niveau de l'État, au niveau supérieur de l'État. Tout le monde doit jouer sa partition dans la chaîne, sinon on ne peut rien espérer. On a beau avoir le code, c'est très joli, c'est bien écrit, il y a de l'espace dedans, vous lisez, vous avez envie de terminer, mais ce code ne vaudra rien si nous ne changeons de mentalité. Voilà. L'évocation de la situation avec les enfants me rappelle cette situation qu'il y a eu en France avec les violences où on a détecté parmi les jeunes qui cassaient des adolescents, des gens qui n'avaient même pas 16 ans, etc. Et à Macron de sortir, de faire une déclaration et de demander aux familles d'éduquer leurs enfants. Et quelques membres de famille de répondre aussi, de permettre à la loi, de demander à la loi de pouvoir éduquer l'enfant. Parce que quand vous criez sur l'enfant, la loi vient vous chercher rapidement. Aujourd'hui, on a tout confié à la loi comme si la loi pouvait façonner l'individu, alors qu'en réalité, l'individu est un produit difficilement malléable et qui ne peut pas être malléable par les c'est l'inverse, la loi devait être l'expression de la volonté générale. Absolument. En fait, c'est de base, oui. Maintenant, je suis à vous. Oui, vous savez, moi, quand la société est la complice première d'un phénomène, j'ai du mal à recourir à la société pour y remédier. Vous savez, dans les circonstances pareilles, il n'y a que l'exemplarité qui puisse vraiment donner le signe et l'alerte tel qu'il le faut. Parce que je dis, la société, elle est complice parce qu'elle est corrompue. Permettez-moi de dire les choses comme ça. Si vous êtes agent de l'État et qu'en 10 ans, vous n'avez pas encore bâti un lopin-terre et que vous êtes toujours en location, c'est d'abord votre propre famille qui commence par vous faire le procès en premier. Quand vous êtes agent de l'État, que vous êtes à une certaine fonction et que malheureusement,
on commence par voir aux côtés des personnalités dans certaines activités que les chaînes de télévision commencent par mettre leur caméra sur vous à des ateliers, à des travaux, et qu'après 15 ans de service au village, vous ne revenez pas encore avec un gros véhicule, vous n'avez pas encore des flottes de véhicules à mettre à la disposition pour les funérailles, pour les activités, c'est cette même famille qui s'en prend à vous. Et on donne l'exemple contraire, on montre l'élite de l'autre famille qui a pu aboutir, et qui, de son côté aussi, a mis tous ses frères en stage quelque part, a pourvu à la carburation, est le bailleur numéro 1 de la maison. Quand on sait tous que ce qu'il fait ne fait pas, sinon fait le quadruple de son salaire annuel peut-être ou trimestriel. En fait, quand une société est complice de ça, et c'est ceux-là qu'on respecte, ce sont ceux-là, ces gens des contre-valeurs qui sont les plus respectés, les plus en vue, ils sont les faux, les faux des familles. Quand c'est comme ça, et que sans eux, il n'y a pas de décision, une société complice, à tous les points de vue, quand vous parlez de religieux, je suis légèrement tenté de dire que parfois même, ils trouvent que l'argent n'a pas d'odeur et que même si des corrompus viennent leur faire des libéralités, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Quand je parle de religieux, je suis au sens large, je ne parle pas des gens qui vivent vraiment leur foi et ont des conduites respectueuses de Dieu. Donc, quand c'est comme ça, vous avez du mal à vouloir qu'un maillon de la chaîne de cette société puisse régler le problème. Moi, je pense plutôt à l'exemplarité. Quand le cadre lui-même, ceux qui ont instauré ce code, quand ils seront le reflet parfait, quand ils deviendront, par exemplarité, les meilleurs modèles de conduite dans l'administration publique, ils auront d'abord la légitimité de parler. Parce que les cadres vous diront une chose, hein, ceux qui conseillent le mieux sont ceux qui sont à 2-3 ans de la retraite et qui voient l'horizon soit sombre ou qui ont déjà bâti des paradis qui les attendent. Et soit ils sont très mal lotis pour prendre la parole, ou soit ils sont des exemples à ne pas suivre pour ne pas finir des carrières comme eux. Quand c'est comme ça, la roue va tourner, je ne sais plus combien d'années. Je m'imagine même que dans 20 ans, une autre génération de journalistes viendrait sur ce plateau d'Actu Matin et poserait le même diagnostic, ferait le même bilan, parce que je redoute que ce que nous disons là, les gens ne l'aient pas dit depuis la révolution marxiste-léniniste, depuis l'ère du renouveau démocratique. Eric. Je pense qu'en mettant l'accent sur la société, c'est tous les instruments que la société nous offre pour la formation de l'individu, n'est-ce pas, qu'on retrouve soit dans l'administration publique ou privée, l'école, l'université, la religion, n'est-ce pas, toutes ces entités qui permettent de bâtir véritablement un individu. C'est peut-être aussi à ce niveau qu'il faut aller revoir les choses pour que nous ayons de plus en plus des gens vertueux, n'est-ce pas, avec qui nous confions les clés de l'administration et qui, dans une certaine mesure, peuvent respecter ses principes et ses règles. C'est vrai que la société, l'environnement, parfois, peut nous amener à nous dévier du droit chemin, mais c'est parce que on sait que l'environnement peut, à un moment donné, être complice d'un certain nombre de phénomènes que par la formation, n'est-ce pas, on nous enseigne véritablement des choses pour que nous soyons aussi convaincus de ce qu'on doit rester collé et attaché aux règles. C'est partout. Il n'y a pas un environnement où on n'attend pas de vous d'avoir des résultats, que ce soit ici ou ailleurs, quand vous évoluez. On attend à ce que le travail que vous faites puisse vous permettre, n'est-ce pas, de vous réaliser, que ce soit vos proches, vos amis, et voilà, il veut des retours. Et ce n'est pas à cause de ça, n'est-ce pas, que vous allez justifier ce genre d'attente par le vol ou par la corruption. Donc je pense que ça fait un ensemble de choses qu'il faut aller revoir. Aujourd'hui, quel genre de citoyens nous formons, n'est-ce pas, pour nos administrations? Vous avez des jeunes, vous savez, par le passé, quand on demandait à un jeune, tu as envie de faire quoi? La douane, parce qu'on sait que quand on force un peu les parents à investir, à vous aider à être dans ce corps de métier, en l'espace de quelques années, on a pratiquement tout réglé. Et donc, on a la perception de ce que dans telle administration, impôts, finances, bon, on a la possibilité de vite se faire de l'argent. Je pense que c'est là qu'il faut aussi aller déconstruire au niveau de la tête des jeunes, l'idée qu'on se fait de l'administration publique. Ça n'est pas de l'argent facile qu'il faut aller ramasser. Mais malheureusement, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Allez les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Derrière moi, vous suivez la revue de presse. Bonne journée, à demain.